Oui, vous êtes toujours sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la voix de la Fédération anarchiste, l'émission Arakaï. Et ce matin, le studio, c'est le studio Louise Michel, je crois déjà. Nous recevons une petite équipe de littéraires, si on peut dire ça comme ça, qui signe avec le pseudo de Claude Isner, qui recouvre la collaboration de deux sœurs, Laurence Lefebvre et Liliane Corbe. L'une qui rédige et l'autre qui corrige, pour faire court. Hein. Voilà. C'est pas tout à fait vrai, hein, Non. ça. Bon. On rédige toutes les deux. Vous rédigez toutes les deux? Oui, oui. Bah c'est pour ça alors que c'est pour ça que Liliane elle faisait la tête alors. Oui, 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 oui. Oui, oui, elle est pas contente là. Ah ouais, vous l'avez remarqué. Oui, ça aurait dû m'alerter. Voilà, donc c'est rectifié. Elles sont toutes les deux à la baguette. Hein, bon. Et elles écrivent toutes les deux. Alors, elles vont vous expliquer tout ça. Moi, je vais arrêter mon blablabla, qui n'est pas très intéressant. Et on va donner la parole, c'est donc à Laurence, qui va lire un extrait d'un bouquin, et après, on essaiera de leur demander qu'elles se présentent un peu plus... À moins que tu veuilles commencer par présenter un petit peu cette série. Bon, alors, je suis Laurence. Nous avons écrit une première série qui s'intitule Les enquêtes de Victor Legris. Victor Legris est un libraire qui officie à Paris à la fin du 19e siècle. Et il y a 12 aventures, 12 livres. Et à la suite de cette série, nous avons commencé une nouvelle série qui se passe dans les années 20 et dont le héros est un pianiste de jazz américain qui est venu à Paris sur les traces de son passé et qui s'appelle Jeremy Nelson. Voilà. Et je peux vous lire, si vous voulez, un extrait comme une mise en bouche un peu qui permettrait de nous présenter mieux. Voilà. Eh ben tu y vas, allons-y. Hein. Et puis après, on aimerait bien entendre aussi ta camarade. Après, on entendra ma camarade. Ouais. Jeremy Nelson s'observait dans le miroir fêlé, suspendu au-dessus de la cuvette. Le trait noir qui zébrait la glace courait de sa tempe gauche à son oreille droite. Ce reflet, c'était lui, un être aux souvenirs fragmentés. C'était aussi un déraciné. Il porta la main à sa figure en quête d'une cicatrice inexistante, et tenta d'imaginer une vie autonome à son double inversé. Haussant les épaules, il y renonça et inclina le broc qu'il avait empli au point d'eau du palier. Il bâilla et considéra les cernes sous ses yeux. Une fois de plus, il avait mal dormi. La veille, il lui avait fallu endurer, à travers la paroi le séparant d'un galetas voisin, la conversation d'un vieux couple croupissant dans un espace qu'eût désavoué un rat. « Puisque je te dis qu'elle s'est biturée, le pipelet m'a juré qu'elle était blindée à midi. Elle n'arrêtait pas de répéter à son cabot. « Ça colle, Anatole ? Il y a qu'à zioter sa dégaine, on est renseigné, une tapineuse. » Cette litanie l'avait d'abord amusé, et sans qu'il sût pourquoi, le nom de Thénardier s'était imposé à sa mémoire. Au moment où il se rappelait que sa mère lui lisait Les Misérables quand il était petit, une porte claqua au 3e. « Surprise partie !» glapit une voix acide. Des talons ébranlèrent le plafond. Un gramophone se mit à cracher un tango. La porte claqua de nouveau. « Surprise partie !» clama un duo de barytons probablement évadés de l'opéra. Les danseurs se multipliaient autour de leur victime, un étudiant aussi pâle qu'un navet, en pyjama à cette heure avancée. Hoquets de bouteilles délivrées de leurs bouchons, meubles refoulés le long des cloisons, martèlement évoquant un couloir de métro. Jérémie faillit crier « Shut up !» mais préféra en rire. Passer le plus clair de ses soirées dans des dancings pour en subir le barouf à domicile, n'était-ce pas le comble de l'ironie ? Il accorda une pensée fugitive aux 2 pièces que son copain Harry, clarinettiste à l'Eldorado, lui avait proposé de louer en commun à Montparnasse. Il eût bénéficié d'un logement confortable, à un saut de puce de la closerie des Lilas, où il avait bu le meilleur whisky écossais de sa vie. Mais l'idée de supporter la colonie d'Américains convaincus d'être de grands créateurs venus conquérir Paris lui pesait sur le système. Il désirait demeurer seul, se battre seul, s'approprier en chat errant cette ville fabuleuse. Il encastrait son mètre 75 rue de Clichy, dans une chambre minuscule dotée d'un grabat hérissé de ressorts, d'un réchaud, d'un tabouret et d'un panneau de bois posé sur des tréteaux. Un sac à soufflet craquelé et 2 valises à plat sur le tapis élimé
contenait ses possessions. Pullover, écharpe, bouquins, coupures de journaux, métronome, diapason. Des partitions jonchaient le sol. Sur le manteau de la cheminée trônait une lampe tempête acquise à l'arraché dès les premiers raids aériens par le précédent locataire. Jérémie se sentait plus ankylosé qu'une sardine grillée. Il se massa les reins, se campa devant la fenêtre et s'efforça d'apercevoir l'entrée du Casino de Paris, où au-dessus du hall d'accueil s'était ouvert fin mars un cabaret de luxe, le Perroquet. Là se produisait un septuor de musiciens de jazz, les Mitchell's Jazz Kings, tous américains de couleur, dirigés par le célèbre batteur Louis A. Mitchell. Rencontrer le pianiste Daniel Parish, un énorme personnage qui avait démonté son instrument pour le rendre plus sonore, tournait à l'obsession. C'était en rôdant aux alentours de la sortie des artistes du Casino de Paris, où triomphaient Boucot, Maurice Chevalier, Jenny Golder dans la revue Avec le sourire, qu'il avait croisé Irma. Elle montait parfois chez lui, récoltait de vigoureux hommages, du céleri rémoulade et un flux de références sur le ragtime, le blues, le swing. Elle écoutait, n'y comprenait rien, souriait béatement et se recouchait. Était-ce le céleri rémoulade, le matelas rembourré de noyaux de pêche ou sa passion envers la musique qui l'avait lassée, le fait est qu'elle l'avait plaqué. La ville s'éveillait. Un grelot annonçait l'arrivée du fromager. Jérémie n'avait pas besoin de se pencher à l'extérieur. Il visualisait le géant breton à chapeau rond, son bouc et ses 4 chèvres, arpentant la chaussée. Il se reput de la mélodie tissée par les cris des vendeurs ambulants. « Chants d'habits, vitriers, faites rigoler vos petits oiseaux, donnez-leur du mouron, boulets, anthracite, charbon de bois. » Voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais vous lire tout le livre. Ah oui, ça me gênerait pas. Personnellement, toute seule. Oui, Liliane. Oui. Bon, Oui. Qu'est-ce que tu nous dis de tout ça? Liliane, elle dit que ça lui rappelle sa jeunesse. Hein? Oh, pas les années 20. Pas les années 20 quand même. Hein? Mais c'est vrai que, comme j'étais gamine, je râlais parce que j'étais réveillée par le chanteur de rue qui chantait du gris que l'on prend dans ses doigts et qu'on roule, ou alors mon vieux bateau. Et ça, c'est dans les années 50. Ça, c'est dans les années 50. Il y avait aussi on jetait des pièces enveloppées dans du papier journal par la fenêtre. Voilà. Ça, c'est du vécu. J'ai eu la même expérience quand j'étais chez ma grand-mère. Il y avait des chanteurs qui venaient en bas de la maison et ma grand-mère me donnait une pièce pour leur envoyer dans du papier. Donc j'ai connu ça aussi. Alors, on peut peut-être parler chansons, parce que ça va être peut-être une entrée en matière sur notre enfance à toutes les deux. Bon, à 10 ans d'intervalle, Liliane est née, on va dire les dates, elle est née en 40, moi en 51. Notre père était chanteur et il chantait dans les rues, bien avant ma naissance, autour de la Bastille. Sa famille très pauvre. Il chantait avec son frère, qui est devenu Francis Lemarque. Et il chantait sous le nom Les Frères Marc. Et on leur lançait des pièces, justement. Et ils avaient une certaine petite célébrité locale. Si bien qu'un jour, une dame a dit à notre grand-mère, que je n'ai pas connue, « Vous savez, vos fils, ils sont célèbres. Il y a un film avec eux qui passe à la Bastille, Les Frères Marx. » Et elle a dit, mais non, c'est Les Frères Marc. Ils s'appelaient Les Frères Marc. Et ils chantaient dans les rues. Encore faut-il connaître les Marx Brothers. Ben voilà. Qui sont bien passés de mode et c'est dommage. Je pense qu'il y a quand même des gens qui connaissent encore les Frères Marx. C'était le pendant masculin de Edith Piaf avec sa sœur. Ouais, un peu, oui. Enfin, notre malheureux papa n'a pas eu la gloire, malheureusement. Ils ont quand même fait un numéro jusqu'en la déclaration de guerre. Ils ont monté un numéro. Ils étaient au groupe... mon père était au groupe Octobre et au groupe Mars. Oui, comme le Marc, Francis. Oui. Et c'est là qu'il a connu notre maman. Voilà. Ah oui. C'est pas dans les milieux bourgeois. Dans les années 35. Ouais, c'était des groupes qui avaient des interventions assez remarquées. Enfin, c'est ça qui était assez génial. Ils travaillaient un peu sur le terrain, comme on dit. Il y avait des mouvements d'action, il y avait des grèves dans les usines, et le groupe Octobre intervenait pour
pour animer un peu tout ça et pour chanter et pour dire les textes de Prévert. Et notre père et son frère ont créé la chasse à la baleine, en imitant deux types qui s'appelaient Gilles et Julien, qui étaient très célèbres à cette époque. Et il paraît qu'ils avaient beaucoup de talent aussi. Et bon, malheureusement, c'est des documents qu'on verra jamais, quoi, parce que ça n'a pas été filmé ni enregistré. Ni enregistré. Ah ouais. Ouais. Il y a une relation avec aussi les chanteurs de jazz de très anciens qui beaucoup ont disparu avec... et il n'y a pas de traces d'eux, justement. Après la guerre, Nathan, il s'appelait Nathan Korb, notre oncle, est devenu Francis Lemarque. Mais notre père, qui lui a continué à écrire des chansons aussi, que nous citons dans nos livres, qui s'est fait appeler Marc Maurice, il a continué à écrire des chansons toute sa vie, mais il n'a pas accédé au succès, comme on dit. Mais il a écrit des chansons pour son frère ? Il n'a pas écrit pour son frère, il a écrit des chansons qu'il essayait de chanter, mais bon, il était très très timide et c'est dur, quoi. Il faut vraiment. Il a écrit une chanson qui est reprise par comment s'appelle ce chanteur ? J'ai oublié son nom. Marc Augeret. Ah ouais, moi j'adore Marc Augeret. Il a écrit avec. Il a écrit avec Paul Vaillant-Couturier. Paul Vaillant-Couturier, il y a trop de tout. Il a écrit une chanson sur les chômeurs. Elle est très belle, la chanson sur les chômeurs, qui a été reprise récemment par une chanteuse belge. Et la chanson de la fin, ça s'appelle. La s'appelle. chanson de la fin, qui est une très très belle chanson, très actuelle d'ailleurs. Ouais, et c'est Marc Augeret qui la chante ? Marc Augeret chante Il y a trop de tout. Dans un 33 tours qui est... Dans un disque qui s'appelle Nous ferons se lever le jour. Ouais. La chanson de Mais ça date déjà d'il y a pas mal d'années. Ouais. Alors tout ça pour vous donner l'ambiance de notre enfance. Et à côté de ça, nos parents étaient marchands de livres d'occasion. Notre mère vendait des livres sur les marchés, faisait de la location-vente de bouquins sur les marchés. Et notre père a d'abord vendu des livres aux puces, puis il est devenu bouquiniste. Donc tout ça nous a enrichis, pas financièrement, mais intellectuellement, on va dire, et nous a donné l'envie de faire des tas de choses, notamment d'écrire. Bon, donc Liliane est devenue monteuse de films. Moi, j'étais étudiante à l'époque. Et puis, quand elle a eu une trentaine d'années, en ayant assez d'être au chômage une bonne partie de l'année, parce que c'est un métier... Il n'y avait pas encore les intermittents. Elle était j'étais intermittente. Mais pour être intermittent à l'époque, c'était aussi bien que maintenant. C'est-à-dire qu'il fallait tant d'heures de travail, ce qu'on n'obtenait jamais, parce qu'on n'obtenait jamais assez d'heures de travail pour bénéficier des ACDIC. C'est très bien fait, c'est un excellent système. C'est-à-dire qu'on n'a jamais de faille, quoi. Donc, et travailler, c'était difficile déjà à l'époque, avant qu'il y ait cette super production française. Il y avait quand même des bons films à l'époque. Ah oui. Mais moi, je ne travaillais pas dans cette production de studio. C'était assez rare. J'ai surtout travaillé sur des grands documentaires, avec des documentaristes. Donc, ça me plaisait beaucoup plus que de... Alors, j'ai travaillé avec... J'ai commencé avec Rouche, avec Jean Rouche. J'étais stagiaire, non payée. Mais j'étais très heureuse d'être stagiaire non payée parce que c'était très dur d'accéder, surtout sans diplôme. C'est-à-dire qu'à l'époque, dans les années 60, on pouvait encore accéder à ces professions sans être bardé de diplômes. On apprenait sur le tas, ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs. Et puis après Rouge, j'ai enchaîné avec Piala, dans un film magnifique de Piala qui est un court-métrage qui s'appelle L'amour existe. Et puis ensuite avec Reichenbach, et puis ensuite j'ai travaillé avec Peter Brook, et puis avec Joris Evans. Donc c'était avec Chris Marker. Donc c'était plus du cinéma de montage documentaire que de films. Voilà. C'était des films. Oui, enfin c'était des films, mais c'était pas des films avec comédiens. Avec gros budget. Gros budget, je sais pas, mais c'est plus passionnant à faire c'est parce qu'il faut tout faire au montage, quoi. Donc ça m'a beaucoup enrichi sur le plan des relations avec des gens vraiment formidables, et d'autre part, ça m'a permis de me cultiver un peu plus. Donc ensuite... Donc j'en étais restée à... Et en ayant assez de vivre cette vie, Liliane a décidé de devenir bouquiniste.
C'était en 1972. Comme papa. Comme papa. Pas parce qu'on est libre. Hein, parce qu'on on aimait les bouquins. Bon, c'est pas. Moi, j'aurais pas. Enfin, je suis devenue aussi bouquiniste par le fait. Elle m'a conseillé. Moi, à l'époque, j'étais étudiante. Et j'étais étudiante en archéologie gallo-romaine. Donc, les débouchés n'étaient pas nombreux. Il aurait fallu que j'enseigne. Je ne voulais pas être professeur d'histoire. Ensuite, j'avais passé une licence d'anglais pour gagner du temps. Mais bon, il fallait quand même que je commence à travailler. Et quand Liliane a décidé de devenir bouquiniste, elle m'a proposé de m'associer avec elle. J'avais 21 ans. C'était en 72. Et on s'est dit, c'est bien parce que ça va nous laisser du temps. On va gagner à peu près notre vie. Parce qu'à l'époque, on travaillait relativement bien sur les quais de Seine. Ce qui n'est plus tout à fait le cas. C'est plus difficile. Et on s'est dit, ça va nous laisser le temps de faire des tas de choses. Alors on avait des tas de projets, notamment réaliser des spectacles audiovisuels, des petits films en 16 mm, pardon, et écrire. Donc de là est née notre collaboration qui n'a pas tout de suite abouti. Alors sur le plan des spectacles, oui, on a fait des petites choses, mais qui n'étaient pas rétribuées. Donc il fallait qu'on gagne notre vie de toute façon. Et puis, on a commencé à écrire ensemble. C'est là que ça a commencé, donc dans les années 72, 13, 14. Moi, j'ai écrit 2 livres toute seule, qui ont été publiés chez Calman Levy, mais qui n'ont pas eu de succès. Donc, à partir de là, je me suis un peu découragée et j'ai cessé de montrer mes productions à des éditeurs. Mais Liliane, elle, on écrivait toutes les deux. On écrivait alors des tas de choses. On ne doutait de rien. On écrivait des contes pour enfants, on écrivait des pièces de théâtre. Tout ça est resté dans des tiroirs. Jusqu'à ce que Liliane, en ayant assez de toutes ces fins de non-recevoir aussi d'éditeurs, parce qu'elle avait donné des textes qui étaient refusés, me dise « Je vais écrire pour la jeunesse ». Donc ça, c'était dans les années 89, 89, oui. 88. Donc Liliane, je parle pour toi là, parce que tu pourras le dire. Hein. Non, mais ça va, là. Donc tu as écrit un roman que tu as déposé chez Castor Poche. Pour enfants, pour la jeunesse, que j'ai déposé chez Castor Poche. Bon, je l'avais déposé ailleurs, mais ils me l'ont pris chez Castor Poche. Castor Poche Flammarion. Flammarion, ça s'appelle Temps sans frontières, et c'était une chose à laquelle je tenais beaucoup, parce que d'abord, c'est... je suppose que tout enfant a envie de s'évader de cette vie quotidienne, école, etc., etc. Donc moi, j'ai toujours rêvé que je poussais une porte, que j'arrivais ailleurs. Et là, c'est l'histoire d'un gamin qui descend... il y a des travaux dans son quartier. Il descend dans un sous-sol et il se retrouve 100 ans avant, pendant le siège de Paris. Voilà. Donc c'est la relation entre des gamins pendant le siège de Paris et des gamins en 89 qui essayent d'échanger non seulement de la nourriture, parce qu'il n'y en avait pas pendant le siège, mais voilà, c'est une amitié qui prendra fin brutalement quand on referme ce trou. C'est une sorte d'essai de fiction comment on dit, uchronique, à travers le temps. Puis ensuite, j'ai dit à Laurence qu'elle devrait essayer aussi. Alors, elle omet de dire qu'elle a eu le Grand Prix de la science-fiction, quand même, pour ce roman jeunesse, mais il y a des prix aussi de science-fiction, voilà. Parce que c'était fantastique comme histoire. Moi, elle m'a dit, tu devrais tenter le coup. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, la littérature jeunesse, on pouvait mélanger les genres. C'était pas encore compartimenté comme ça l'est devenu à un certain moment où il y avait des collections vraiment très spécifiques. Et chez Castor Poche, c'était très mêlé. Donc moi, j'ai écrit un livre tout à fait différent qui était une histoire d'amnésie. Enfin, c'est un jeune homme qui a un accident de motocyclette et puis il perd la mémoire. Il est recueilli par une famille. Et on parle déjà de musique, puisqu'il y a du jazz dans cette histoire. Il y a des chats. Enfin, il y a tout ce qui composait un peu ma vie aussi de l'époque. Et le livre s'appelle Passage de la main d'or. Je l'ai donné chez Castor Poche, mais comme elle m'avait piqué mon nom, mon nom de jeune fille, elle s'appelait Liliane Korb, je me suis dit, parce que je ne voulais pas qu'on sache que j'étais sa sœur à l'époque, pour pas les influencer, quoi. Ouais. Donc j'ai signé de mon nom d'épouse, Laurence Lefebvre.
Et il a été pris. Et donc, on se retrouvait chacune avec un roman édité chez Castor Poche Flammarion. Et on a révélé le Pot aux Roses aux éditeurs qui ont trouvé ça très, très drôle que 2 sœurs soient éditées à la suite chez eux. Et c'est là qu'a commencé véritablement notre carrière, on va dire entre guillemets, parce que c'était pas une carrière brillante, mais c'était quand même intéressant d'écrire pour la jeunesse, de duo. Parce qu'on a décidé d'écrire un livre ensemble. Ce livre s'intitule « Mon père le poisson rouge ». Et c'est l'histoire d'un garçon qui, ayant lu par hasard un livre de magie chez un libraire, imprudemment chez lui, répète une formule et change son père en poisson. Donc, toute l'histoire consiste à retrouver la formule qui va le défaire de ce maléfice. Mais on s'est beaucoup amusé. Et le livre a été édité. Et ensuite, on a écrit à peu près une vingtaine de romans et d'ouvrages documentaires pour la jeunesse pendant 12 ans. Jusqu'au jour où, j'abrège là parce que c'est pas faire trop long quand même, jusqu'au jour où on a commencé à s'user un peu, à se fatiguer parce qu'il se trouve que les enfants, on s'apercevait que quand on faisait des animations dans les classes, parce qu'on faisait ça aussi, avait beaucoup moins de vocabulaire et de références, surtout parce que nous on aime l'humour, et l'humour demande évidemment d'avoir des références culturelles que on s'est aperçu ils n'avaient pas. C'était pas de leur faute, mais nous on n'arrivait pas à écrire des choses comment dire trop, c'était pas très accessible. D'autre part, eux ils avaient de moins en moins de vocabulaire. Donc on s'est un peu fatigué et là on s'est dit il faudrait qu'on fasse autre chose. Alors j'ai suggéré à Liliane d'écrire un roman policier. Elle m'a dit mais t'es folle, on va jamais y arriver pour adultes là. Et puis on s'est lancé et on a écrit un livre qui s'appelle Sans dessus dessous, sans S-A-N-G dessus dessous, qu'on a présenté à l'éditrice Viviane Ami. Qu'on connaissait pas, on avait un peu repéré chez un libraire qui éditait des policiers, et on lui a innocemment, on l'a déposé dans son office où s'entassaient des montagnes de manuscrits. Donc on s'est dit si on a une réponse dans 1 an, ça sera bien quoi. Et en fait 1 ou 2 semaines plus tard, je sais pas, elle m'a téléphoné et c'était oui. Donc là notre vie a de nouveau changé d'orientation, puisque on est parti. Donc on avait écrit ce livre qui nous avait. On s'était beaucoup amusé, à vrai dire. Le héros était un bouquiniste sur les quais de Seine à l'époque où on vivait en 1998. Le livre est paru en 99. Et il avait pour voisine une certaine Stella Cronenbourg, qui abusait un peu de la bibine, on va dire. Il y avait l'adjudant Cronenbourg aussi qui a bu. Et j'aime beaucoup ce personnage. Et ensuite, on a écrit un autre bouquin. Malheureusement, il a été refusé par Viviane Ami. Et là, on a replongé dans le découragement le plus total, en se disant, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Parce que nous, on voulait pas la gloire. On espérait quand même gagner notre vie un petit peu à côté des quais. Entre-temps, moi, j'étais devenue bouquiniste de mon côté. Enfin, c'est tout un parcours. Hein. Je suis toujours, d'ailleurs, bouquiniste. Liliane a arrêté. Et donc, on a décidé de faire tout à fait autre chose que ce qu'on avait fait jusqu'à présent. Donc, c'est venu un peu d'une journée de cafard sur le quai où je feuilletais un catalogue des éditions 10-18, chez qui il y a une collection qui s'appelle Grand Détective. Et ces grands détectives, c'est des séries en fait qui se passent souvent soit dans des pays étrangers, soit en France ou dans d'autres pays dans le passé. Et moi qui avais toujours refusé d'écrire une série et d'écrire des livres historiques, j'ai lancé à Liliane une idée. Je lui ai dit écoute, comme on aimait beaucoup la période fin de siècle, c'est-à-dire les années 1890-1900, pourquoi n'écririons-nous pas au moins un livre qui se passerait, on ne savait pas encore que ce serait une série, hein, un livre qui se passerait pendant l'exposition de 1889, sur la Tour Eiffel qui venait d'être inaugurée, et le héros serait, non pas un bouquiniste, puisqu'on vient de le faire, mais un libraire fin 19e. Et ça rejoignait plein de choses qui nous avaient intéressés, notamment la peinture de l'époque aussi, parce qu'il se trouve que
Victor Legris, qui est devenu ce libraire, il s'est appelé Victor Legris, a pour compagne une femme peintre qui s'appelle Tasha Kerson, qui est une émigrée russe. Ouais. Et donc il y avait plein de choses qui nous, au fur et à mesure qu'on se lançait dans cette aventure, pour laquelle au début on n'avait d'ailleurs même pas un scénario élaboré, hein. Comme d'habitude on a foncé dans le décor et on n'avait pas d'éditeur en vue, mais ça nous a, c'était un merveilleux antidépresseur, quoi. On est sorti un peu du train-train, parce que c'est ça l'écriture pour nous aussi, c'est s'évader. Et on a écrit ce premier livre qu'on a déposé chez plusieurs éditeurs, dont 10-18. Et 10-18 a dit oui. Donc ça, c'était en 2001. En 2001. Voilà. C'est pas mal, 18, c'est pas n'importe quel collège. Donc on a eu un coup de fil d'une charmante personne qui s'appelle Emmanuelle Hortebise, qui depuis d'ailleurs n'est plus chez 10-18, mais qui est restée une amie, qui nous a dit « ça m'intéresse beaucoup, mais est-ce que vous vous sentez prête à faire une série ?» Donc là, on a dit oui aussi, mais on a un peu paniqué parce qu'on s'est dit comment va-t-on faire ? Et si tu veux prendre le relais, moi je veux bien, hein, parce que dans l'espace de 3 heures, on a écrit les scénarios des 2 suivants. Voilà, et on a téléphoné, on lui a porté, et ça a été oui. Et ça fait, je ne sais combien, ça fait 17 ans. Et combien de volumes ? Sous le jour. On a écrit 12 volumes. Ça, c'est de sa faute, là, avec ces 12 travaux d'Hercule, ces 12 mois de l'année. C'est un bon chiffre, 12. Un chiffre pas bon. Si, voilà. Si, bah oui, on se dispute des fois. Hein. On est sœurs, mais on se dispute. C'est voilà. tonique. Ce qui est extraordinaire avec cette maison d'édition, c'est qu'on a la liberté absolue d'écrire ce que l'on veut. On n'a pas de censure. Donc, on y va un peu... On ne fait pas d'autocensure, mais on fait quand même attention. Parce que moi, avant, j'avais eu une commande d'un éditeur pour écrire un recueil sur les monuments de Paris. La Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, la Bourse. Alors là, j'y suis allée à fond la caisse. C'était du vitriol qui m'a refusé tout de suite. Bon, il m'a payé quand même. J'ai pu vivre une année. Plus les acédiques, plus ça. Et Laurence avait fait toutes les recherches. Et puis on avait fait aussi précédemment, on avait fait un film sur... un jour on s'est baladé à Belleville, on a vu que les maisons étaient murées, on s'est demandé ce que c'était. Et on a décidé de faire un film avec une amie, on était 3. Et on a filmé l'expulsion de tous les habitants du quartier de la rue Grèveval, tout le carré de la rue Grèveval à je ne sais plus quelle rue, expulsés. C'est-à-dire qu'on les a envoyés, c'était des personnes âgées, on les a envoyés au diable Vauvert, pour construire ce nouveau Belleville qui est abominablement moche. Ah oui, ça je suis d'accord. Et c'est-à-dire que tout le côté populaire a complètement disparu. C'était scandaleux ce qui s'est passé. C'était en 1970. Ça a été complètement expulsé, mais volontairement. Hein, volontairement. On a même filmé de l'intérieur une maison murée, c'est-à-dire que l'appartement était formidable et il murait tout, pour que ça pourrisse, quoi. Et ça... Ça fait des années que ça existe, ce genre d'opération. Bien sûr. Ouais. Ensuite, on a fait un film, je me dépêche, hein. On a fait un film sur les... Tu prends ton temps. Ah oui, sur les... On avait rencontré une Indian Sioux Winnebago pendant l'occupation d'Alcatraz, c'était en 71, je crois, je ne me rappelle plus. Et on a fait un film sur les revendications des Indiens en 1971. Avec de la documentation sur place, on n'est pas allé là-bas. On n'est pas allé aux États-Unis. Donc ce film a été diffusé. Les films ont été diffusés plus ou moins. On était très heureuse de faire ça. C'est-à-dire que, voilà, on a pour principe... Enfin, moi, c'était mon principe, mais je pense que Laurence a été convertie très vite, d'avoir un métier alimentaire pour faire ce qu'on aime. Même si ça ne rapporte pas un clou. C'est tellement valorisant et c'est tellement agréable de faire ce qu'on aime vraiment. Bon, le métier alimentaire, c'est vrai que les quais, on ne devient pas riche. Hein. Mais comme on est habitué depuis l'enfance à vivre au jour le jour, c'est-à-dire que ma mère, mon père gagnaient de quoi manger pendant 2 jours, on achetait à manger pendant 2 jours et on commençait à travailler. Il n'y avait pas de... On ne consommait pas. Hein. C'était l'après-guerre, c'était très dur. La vie était très dure, très très dure. Les gens se plaignent du manque de confort aujourd'hui, mais ils oublient une chose, c'est que après la guerre,
Nous, on vivait sans eau chaude, sans frigo, on n'avait aucun confort, on vivait en hôtel. Il n'y avait rien. Il y avait la crise du logement qui dure depuis 80 ans maintenant, la crise du logement. Enfin, dans 2 ans, ça fera 80 ans. Hein. La crise du logement a toujours existé. On était moins nombreux, peut-être, après la guerre. Après la guerre, il y avait eu beaucoup de trous. Hein, Bon, mais la vie était très, très difficile. N'empêche qu'on était vachement heureux. Parce qu'on n'avait même pas l'idée de consommer. Moi, je trouvais ça injuste. Quand ma mère, elle cassait une assiette, elle ne pouvait pas s'en racheter 10, hein, elle s'en rachetait une. Une casserole à la fois. C'est bien de le dire. Bah oui, mais non, mais ça rend pas heureux de consommer. Ça rend pas heureux du tout. Alors naturellement, ce qui est agréable, moi je dois dire honnêtement, j'apprécie encore aujourd'hui. Je suis née en 40, c'est une année l'an 40. Ouais. Eh bien, j'apprécie encore aujourd'hui d'avoir une douche chaude chez moi. C'est formidable de pouvoir prendre une douche chaude, de l'eau chaude. De pouvoir avoir un frigidaire où les suppositoires ne fondent pas l'été. Parce que c'était terrible l'été quand on était malade. Les suppositoires, c'était de la bouillie. Il fallait descendre chez la concierge pour mettre dans son frigo. Enfin, on vivait autrement. On achetait des cubes de glace. Il y avait le marchand de glace quand j'étais petite qui passait et mes parents descendaient acheter un gros cube de glace. C'était des pains qui étaient comme ça qu'on mettait dans une glacière. Oui, voilà, hein. c'est ça. Et puis l'été, on mettait le beurre, les suppositoires, tout ce qui était susceptible de fondre sur leur bord extérieur de la fenêtre de la cuisine, en espérant que ça tiendrait le coup. Mais moi, ça m'a pas laissé de souvenirs malheureux. Non, c'est pour ça que pour nous, ça n'a pas été difficile d'écrire sur le 19e siècle. Voilà. Parce qu'on l'a vécu après les années 50, le 19e siècle. Il continuait le 19e siècle, hein, il était toujours là. Tout à fait, oui, bien sûr. Après, on a accédé quand même à un certain confort dans les années 60, faut quand même dire, mais on a apprécié chaque chose. Chaque chose qui est arrivée, par exemple le téléphone à domicile, parce que quand j'étais petite, on allait dans le métro, à la cabine. Je me rappelle même de la forme des jetons, il y avait une sorte de rainure au milieu. Et pour moi, c'était un luxe d'aller dans la cabine téléphonique ou d'aller aux bains-douches municipaux 1 ou 2 fois par semaine avec ma mère, qui m'achetait à cette occasion une petite savonnette Palmolive. Je fais de la pub. L'huile d'olive, quand même. Et puis on avait une vraie baignoire, avec de l'eau chaude, et c'était luxueux, quoi, de voir ça. Non, mais on a l'air d'être des vieux, des vieux qui faisons la morale. C'est pas du tout une question de morale. Je pense que réellement, sincèrement, du plus profond de moi-même, si on veut être heureux, il ne faut pas posséder. La possession, ça tue. C'est terrible, mais c'est comme ça. Travailler pour s'acheter un machin qui va râper les carottes, c'est de la folie. Enfin, je veux dire, si les gens s'apercevaient à quel point c'est con, eh ben, ils travailleraient peut-être moins. Ils seraient peut-être plus heureux. Ils couperaient leurs carottes avec un couteau. Donc, je donne cet exemple parce que c'est un exemple très bon courant. exemple. Voilà, bon, bref, voilà. Ouais. Enfin, donc, tout ça pour dire aussi que nous, comme on avait envie de s'évader, comme je l'ai dit plus tôt, s'évader dans le 19e siècle, c'était un voyage formidable. Parce que on retrouvait un Paris populaire qui était en train de disparaître très vite, qui disparaît toujours très vite, qui n'est plus que... Paris est maintenant réservé quand même à des gens... des gens qui ont les moyens, on va dire, de plus en plus. Il y a un film formidable qui s'appelle Aubervilliers, un court-métrage d'Élie Lothar, qui a été tourné en 1945. Je pense qu'il est visible, on peut le voir même peut-être sur Internet, je ne sais plus. C'est un film extraordinaire où on voit vraiment la misère absolue, comment vivaient les gens, dans quel dénuement ils vivaient à la Libération. C'était épouvantable, mais épouvantable. Ils ne se plaignaient pas, ils crevaient. C'était très simple. Les mômes allaient encore à la fontaine à 500 mètres à chercher l'eau dans des brocs, mais même dans les années 50, même en 55. Moi, je me souviens, bon, c'est très vague, mais l'histoire de l'abbé Pierre, l'hiver 54, ça a été terriblement dur. On avait froid. On se chauffait au charbon dans les maisons. Il n'y avait pas de chauffage central, il n'y avait rien. Je pense que les générations oublient très très vite les conditions de vie. Alors, je ne dis pas que c'est bien. J'aurais bien aimé vivre autrement. Mais je trouve que on en demande trop maintenant. Trop, beaucoup trop.
Il y a beaucoup de gens qui sont à la rue aussi. Non, je ne parle pas des gens à la rue. Oui, justement, les gens sont à la rue parce que, écoute, je ne veux pas faire des citations politiques, marxistes, mais c'est vrai qu'il faut des milliers de pauvres pour faire un riche. Je veux dire que c'est pas nouveau. On le sait bien. On sait bien comment ça se passe. On connaît tout ça. C'est pas à moi de faire la morale, ni de dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. C'est pas mal, c'est pour faire de la morale, rappeler les choses. En tout cas, c'est des propos qui nous parlent complètement, qui résonnent. C'est comme ça, je veux dire. Ce qu'on pense, quoi. Ce besoin de posséder, cette possession, Cela dit, notre libraire, il n'est pas pauvre, hein, Victor Legris. Autant que faire se peut. Il n'est pas pauvre. On n'a pas fait un pauvre, oui. C'est un monsieur qui a une librairie et qui n'est pas spécialement d'ailleurs préoccupé du sort des pauvres non plus. Mais de par ses enquêtes policières, il rencontre pas mal de gens de tout milieu à la fin du 19e siècle. Ce qui nous permet à nous de montrer un Paris extrêmement divers. Tout à l'heure, on parlait de la place d'Italie. La butte aux cailles, à la fin du siècle, s'appelait le Faubourg souffrant. Tellement c'était misérable, tellement c'était pauvre, tellement c'était le Faubourg souffrant. C'était la misère absolue. Moi, j'ai travaillé longtemps rue de Seine. Rue de Seine, c'est le fin du fin, hein. Saint-Germain-des-Prés. C'était en 1968. Je montais un film dans la rue de Seine. C'était un quartier encore très populaire. Il y avait des personnes âgées qui habitaient le 6e étage dans les immeubles sur cour. Maintenant, c'est fini. Tout a été récupéré. C'est ça qui est terrible, c'est qu'on chasse les pauvres, comme au 19e siècle. C'est même pas la banlieue rouge, je sais pas ce que c'est. On les chasse. Allez, loin. C'est pas plus près de toi, mon Dieu, c'est au loin. Ça s'appelle la gentrification. Et c'est investi par des gens. Les loyers, enfin, c'est bon. Je ne vais rien dire parce que je vais exploser. On va peut-être parler de nos livres quand même. Alors, après, une pause musicale. On fait une petite pause musicale et moi j'aurais quelques questions à vous poser sur that you want to go to war. That's just the best band in the land. Oh, honey lamb, come on along, let me take you by the hand. Up to the man who is the leader of the band. And if you hear the Suwannee River played in ragtime, come on in here, Alexander's Ragtime Band. Up to the man who is the leader of the band. And if you care
Voilà, c'était Alexander's Ragtime Band de Bessie Smith. Et vous êtes toujours sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la voix de la Fédération anarchiste. L'émission Art Racaille avec aujourd'hui comme invité, et quels invités, vous avez pu vous en rendre compte, ces 2 sœurs, ça pulse, qui signent leur production littéraire du nom de Claude Isner. Et ce sont 2 sœurs, Laurence Lefebvre et Liliane Korb. L'écriture à 2 mains, on dit à 4, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Voilà. À cause du piano. Hein? À cause du piano. Ah oui, c'est vrai, oui. Ah oui, à cause du piano, ouais. Ah bah c'est bien. Avec ses mains qu'avec ses pieds. J'aurais au moins appris quelque chose. Mais rebouche, ça va, Liliane. Bon. Ouais, donc c'est quand même... Enfin, moi, j'ai pas eu le temps de lire forcément toute votre production. J'ai dû lire 2 livres de la première série et Jérémy Nelson. Là. Et en fait, ce qui est frappant, c'est qu'on est dans une histoire policière, mais on est aussi dans un véritable tableau de Paris. C'est-à-dire qu'on a l'impression de suivre un quotidien sur la vie parisienne. Donc, je ne sais pas comment vous arrivez à vous documenter de la sorte, quoi, parce que il y a une foule d'informations. Alors, c'est vrai qu'il y a un double enjeu. Il y a écrire un roman policier et recréer une époque. Donc le plus difficile pour moi, c'est d'écrire le roman policier, en réalité. Parce que il faut mettre au point un scénario un peu chevelé, on va dire, pour pas s'ennuyer, et c'est vraiment difficile. Recréer un Paris de l'époque, on y arrive parce que je crois que c'est par empathie, on aime ce Paris, comme je le disais tout à l'heure, ce Paris populaire qui n'est plus le même en 1920 que dans les années 1900, qui est en train de changer déjà très vite. Et pour ça, pour le recréer, on se sert beaucoup surtout de la presse écrite. Parce que les journaux, ça c'est formidable, on trouve une foule de renseignements. Et donc il y a 3-4 ans, on allait en bibliothèque. Maintenant, grâce à Internet et aux technologies modernes et à Gallica, la BNF, on peut consulter les journaux en ligne, ce qui est vraiment formidable parce que ça nous évite de courir. Et c'est un petit peu compliqué comme travail parce qu'il faut qu'on choisisse. Bon là, on a choisi les années 20. Pour toutes sortes de raisons, c'est lié aussi, je ne peux pas vous dire exactement, vous révéler le poteau rose, mais c'est lié à la première série. Donc le héros, Jérémy Nelson, on voulait sortir un peu du domaine des livres, parce qu'on avait eu un bouquiniste, un libraire. Donc lui, il est pianiste, ce qui nous ramène à la musique. Et à une chose, à un genre de musique qu'on aime bien, mais dont on n'est pas forcément spécialiste, ce qui est le jazz. Qui est le jazz des années 20, donc ce jazz qui a été importé en France par les Américains pendant la guerre de 14, et qui est en train de gagner vraiment tout le monde artistique, puisque en 25 il y aura la Revue Nègre. Bon. Et donc ça commence avec le ragtime, comme on vient d'entendre, et puis il y a le shimmy, il y a le one step, mais il n'y a pas encore le charleston. Il y a le tango aussi déjà. Le charleston va apparaître en 25 vraiment. Et ça nous amusait énormément. Il faut dire que nos parents, notre père, il était tout le temps au piano. Notre mère chantait énormément. Toutes ces chansons des années 20, elle les connaissait, puisque notre mère est décédée il y a 2 ans, elle avait plus de 100 ans. Donc elle est née en 1915, donc dans les années 20, 25, elle était en vie, quoi. Donc elle chantait tout le temps. Elle nous a appris beaucoup de chansons. Mais je ne sais pas si vous en avez conscience, mais les gens chantaient avant. Non, les gens chantaient, ils chantaient dans la rue. On chantait beaucoup. On distribuait ils chantaient partout, ils chantaient en faisant du vélo, ils chantaient partout. Il y avait beaucoup moins de voitures, les gens chantaient. Ah oui, ça c'est... Moi je me souviens dans mon enfance de chants, de sifflets. Si vous passiez à côté d'un immeuble en construction, tu avais tous les brassons qui sifflaient, qui chantaient, voilà. Et à tel point que dans les appartements de notre enfance, enfin dans l'hôtel meublé où on habitait, on entendait la radio des voisins. Je veux dire, les voisins, ils n'étaient pas égoïstes, ils voulaient que tout le monde entende ce qu'ils aimaient. Donc, on partageait les chansons. Oui, c'est comme maintenant. Pas égoïste, et chez nous, il n'y avait au départ, il n'y avait pas de télé, il y avait une radio, un gros poste de radio qui faisait tourne-disque aussi.
Donc on mettait des disques à longueur de journée, mais on n'en avait pas tant que ça, hein, des disques. C'était quand même un objet assez précieux. Bon, donc voilà. Donc tout ça nous a inspiré pour écrire ces livres qui se passent bien avant, puisque là on est dans les deux premiers Jérémy Nelson, on est en 1921 à Paris. On est toujours à Paris avec nous. Il faudra qu'on en sorte un jour. Et puis dans celui qu'on est en train d'écrire, on est en 1923. Donc c'est un Paris que nous on n'a pas connu, mais qui dans les années 50 existait encore. On pouvait trouver les traces de plein de petits métiers. Les ferrailleurs, les chanteurs de rue, les chiffonniers. Moi, je me rappelle, le chiffonnier passait, on entendait marchand d'habits quand j'étais petite encore. À la Bastille, en 1956 ou 7, il y avait encore ce qu'on appelait des... On voit ça dans le film de Vigo... Zéro de conduite, la Talente. Quand il va écouter dans un magasin, on écoutait de la musique avec des écouteurs. Mais on écoutait un disque. Ça existait encore. Ça existait quand j'étais petite encore. Oui. Bon, c'est vrai que 40 ans, c'est énorme pour les jeunes gens et jeunes filles de maintenant. C'est quasiment la préhistoire. Hein? C'est quasiment la préhistoire. C'est la préhistoire, mais nous sommes des préhistoires. Nous sommes du Jurassique, cher monsieur. Malgré l'apparence papante et... Ouais. Et c'est très drôle d'ailleurs les préjugés contre les personnes âgées que je peux constater dans le courrier des lecteurs de certains journaux, où les vieux sont tous riches et tous cons, et gratteux. Ouais. Et alors les jeunes ont toutes les qualités, non, je crois pas. Je crois qu'on vient au monde, des fois on est un jeune con et on reste un vieux con, et vice-versa. Absolument. Et lycée de Versailles, comme on dit. Oui, peut-être. Là, il me faudra des questions, moi, sur ça m'aiderait. Hein, parce que... Par rapport à la librairie de Victor Legris s'appelle Elzévir. Est-ce qu'il y a un rapport avec le petit libraire qui a ouvert à Montreuil Ah oui. Oui, alors... Je vais demander la permission. Encore Montreuil. Mais au départ, Elzévir, c'est un caractère d'imprimerie. Oui. Donc on avait d'abord pensé à ça, et on s'est aperçu, après, avec étonnement, qu'il y avait justement un libraire qui avait pris ce nom pour sa librairie, mais qui a fermé malheureusement depuis. Oui, il est parti à la retraite, je crois. Ouais. Mais je lui ai demandé s'il me permettait. Mais ça, c'est dans la série précédente, on va lire, parce que les auditeurs, ils vont tout mélanger. Oui, c'est la série des fameux 12 Legris. Vous pouvez acheter les 12. Hein. D'ailleurs, ils ont des couvertures assez remarquables. Je ne sais pas si c'est le choix de l'éditeur. Alors, d'aller choisir un tableau. Il y a une histoire très amusante. C'est le maquettiste de l'époque, qui s'appelait Dominique Deplat, je crois, avait téléphoné. On était à l'époque, on a une maison en Normandie, j'ai une petite maison avec mon mari, voilà. Et il avait téléphoné pour savoir si on serait d'accord, enfin on apprécierait qu'ils choisissent des détails de tableaux d'Henri Béraud. C'est Henri Béraud, non? Non, Jean Béraud. Jean Béraud, c'est l'écrivain. Jean Béraud, excusez-moi, c'est Jean Béraud. Je fais une confusion. Et donc c'est Liliane qui a décroché. J'étais dans le coltard comme d'habitude, c'est-à-dire que j'étais en train de dormir l'après-midi. Donc je me réveille, je vois des fleurs partout, parce qu'il faut dire que y avait un affreux papier à fleurs au mur. Et j'entends cette voix inconnue qui me dit est-ce que vous avez de la documentation pour faire une couverture? J'ai dit non. Et quand il m'a parlé de Béraud, j'ai dit c'est formidable. C'est vrai que c'est un peintre très... Bon, c'est très réaliste, certains diront ringard, mais c'est très beau. Elle a dit textuellement, l'eau ferrugineuse, non, Jean Béraud, oui. Et le maquettiste a éclaté de rire en disant, vous alors, vous êtes rigolote. Oui, bon, voilà, ça s'est fait comme ça. Et il nous a dit, je vous hais, vous êtes en vacances en Normandie et moi je suis à Paris. Et je lui ai fait gna gna gna. Et c'est parti comme ça. Et donc effectivement, elles sont très belles parce que ces couvertures, parce que ce sont des détails de tableaux certains sont à Carnavalet, je crois, mais il n'y en a pas tant que ça qui sont à Paris, en fait. Le musée Carnavalet, je crois qu'il est fermé en ce moment pour voilà. Et c'était absolument ce qu'on avait en tête, nous. C'est drôle, parce qu'on y avait pensé à Jean Béraud. Jean et non Henri.
On me demande si je veux une couverture pour un livre. On était fiers parce que, On était fiers comme des petits bancs. Ouais. Et donc après, une fois cette série, donc vous aviez décidé d'arrêter cette série en 1900. Moi, j'ai lancé dès le début l'idée d'écrire 12 livres. Ma sœur m'a agonie d'injures en me disant « T'es folle, on va jamais y arriver ». Je lui ai dit « Écoute, puisqu'on a on tient quelque chose là, ne lâchons pas trop vite, essayons de faire durer ». Parce que entre-temps, c'était devenu quand même aussi un gagne-pain. Il faut vous dire quand même honnêtement que les quais étant un peu en chute libre, ça... La merveilleuse retraite qu'on m'accorde, hein, comme on dit, les vieux, ils sont riches. C'était quand même bien, quoi. On pourrait peut-être aller à l'armée du salut si on ne travaillait pas à côté, hein, parce qu'on a la retraite, c'est... Étant donné que j'ai été intermittent du spectacle et ensuite bouquiniste... T'as pas cotisé beaucoup, c'est tout. J'ai pas cotisé beaucoup. J'ai cotisé pendant 12 ans. Cotisé. Justement chez les artisans. Cotisé. Ou les artistes. Il y a ce réveil, là. Oui, je me réveille. C'est pas intermittence. Voilà, je suis toujours une intermittente de la vie. D'un seul coup, je me réveille. Bon. C'est des livres qui sont lus dans le monde entier, parce que je crois qu'ils sont traduits. Alors, il y a eu un moment, on va dire, une montée fulgurante où on a eu jusqu'à 8 pays qui traduisaient nos livres. Bon, entre-temps, il y a des pays qui ont arrêté parce que je suppose que ça marchait pas du feu de Dieu. Et maintenant, on est toujours traduite en italien et en russe jusqu'à présent. Voilà. Ce qui n'est pas... les Russes, entre parenthèses, il paraît qu'on a eu beaucoup de chance parce qu'en principe, ils ne déclarent pas... Enfin, ils piquent les livres et ils font pas de contrat. Voilà. Mais on est très contente, évidemment. Non, pour nous, c'est un miracle. Hein. C'est un truc qui est arrivé tard dans notre vie. On n'y croyait pas trop. Et pour une fois, on est arrivé au bon moment. Parce que c'était, en fait, cette période de l'histoire française, ce qu'on appelle la fin de siècle, qui précède juste la Belle Époque, c'était pas traité en littérature. Et surtout dans les romans policiers historiques, c'était un peu oublié. Et donc, on était les seuls pendant un moment. Puis après, il y a toujours des gens qui prennent le train en marche, donc ça leur a donné des bonnes idées. Bon, mais on reste quand même... je pense que c'est une époque formidable, parce que c'est une transition entre deux mondes. Le 19e siècle s'achève, toutes les inventions modernes apparaissent dans un univers qui est encore très désuet, avec des toilettes. Les femmes portent des robes... assez large. Bon, elles portent un corset, un instrument de supplice qui s'appelle le corset. Les messieurs ont des chapeaux haute forme ou des melons. Aussi des corsets, il y a des chevaux, les voitures, les automobiles commencent à apparaître qu'en 92, le cinématographe en 95. Et tout ça dans un univers, dans un Paris encore très populaire, oui, mais il y a des quartiers riches, évidemment. Et ensuite, nous, après, dans les années 20, on s'aperçoit que là, en l'espace de 20 ans, c'est fou, hein. La société a complètement changé. C'est-à-dire que les femmes se libèrent du corset. En parlant de toilettes féminines, on passe de tout à rien. C'est-à-dire que en 1900, elles sont sanglées des pieds à la tête, elles ne peuvent pas respirer, quoi. Elles ont des toilettes. Enfin, les femmes riches, hein, les femmes du peuple, elles sont habillées différemment, mais elles sont quand même très couvertes. Tandis qu'en 1920, on se découvre, il n'y a plus de corset. Paul Poiret supprime le corset. Elles sont pratiquement à poil. Les femmes qui vont danser le soir, riches ou pauvres, d'ailleurs, elles ont rien sur elles, quoi. On voit tout. Il y en a, elles ont et le minimum. Tout change. On coupe les cheveux courts. Enfin, ça change complètement au niveau des toilettes, ça change au niveau du travail, parce que les femmes ont pris le relais des hommes pendant la guerre. Ça change au niveau de tout, puisqu'il y a les impôts. Voilà, on invente les impôts à la fin de la guerre de 14. Tout le monde paye des impôts. Il y a même des impôts sur les pianos. Hein. Vous connaissez la chanson? Non. Si tu ne veux pas payer d'impôts, cache ton piano, cache ton banjo, cache ton nana, ta. C'était une chanson très à la mode où on payait un impôt sur les pianos. Mais j'étais pas né, moi. Hein? J'étais pas né. Nous non plus, on n'était pas nés, mais... Oui, mais vous avez une maman qui vous chantait toutes les chansons. Ah, mais c'est connu, ça, si tu ne veux pas payer d'impôts. Cache ton piano. Ça a été repris par les Charlots. Ah ouais? Oui. Oui, il faut cacher son piano.
Alors ça, oui, ça commence le règne des impôts, des taxes. Mais comment on peut imposer les pianos? Non, mais c'est... On imposait les chiens aussi, je crois, les fenêtres. Ah, ça, je savais, les les fenêtres. fenêtres, c'était fini, je crois. Mais les chiens, non, oui, les chiens, je sais pas. Les vélos, les vélos. Les vélos. Et une chanson aussi sur les vélos? Non, ça, je ne connais pas. Il y en avait sûrement, mais je ne la connais pas. Il y avait une taxe sur les vélos, oui. Il y avait des taxes sur tout. Donc on est dans l'après-guerre de 14 et Paris, il y a eu pas mal de destruction due à la grosse Bertha. Il y a eu des quartiers quand même assez esquintés. Il y a beaucoup de réfugiés des provinces françaises qui arrivent à Paris parce que leur région a été complètement rasée et qu'il y a donc une crise du logement aussi à cette époque, terrible. Et une crise générale d'ailleurs. Mais il y a des gens qui commencent à faire des affaires, comme on dit. Donc ça, c'est un Paris très très remuant, et puis il y a tous les courants artistiques de cette époque. Donc il y a eu le dadaïsme, il va y avoir le surréalisme bientôt, il y a les peintres de Montparnasse. Nous, on n'a pas voulu trop se situer dans tout ça parce que ça nous semblait un peu trop, entre guillemets, tarte à la crème. On va en parler maintenant, mais on a attendu pour la peinture, tout ça, parce que ça a été tellement... on associe tellement les années 20 uniquement à Montparnasse. Nous, on a voulu se situer dans des quartiers un peu ouvriers. On est toujours rive droite, là. Et on parle beaucoup du monde des cabarets, des music-halls. Parce que c'est le milieu où évolue ce Jérémy Nelson. Je veux dire que c'est quand même... La France a accueilli énormément d'immigrés. Dans les années 20, c'était vraiment... les Russes, c'était énorme. Ils sont arrivés en masse. Pendant la guerre de 14, il y a eu beaucoup de Belges. La France ouvrait ses portes. Oui, ils n'étaient pas tellement accueillants, les gens. C'est vrai que c'était difficile. Ma grand-mère est arrivée avec notre mère en 1920 à Paris. C'était très dur pour les émigrés, très très dur, sauf ceux qui avaient de l'argent. Bon, il y avait les Russes blancs qui avaient de l'argent, mais les autres, c'était très très difficile. Et puis, il y a eu les pogroms, donc il y a eu beaucoup d'immigration d'Europe de l'Est, de Juifs qui venaient à Paris pour essayer de survivre. Donc, il y a toujours eu cette notion d'accueillir les immigrés. Voilà, c'était quand même, on va dire ça, à la décharge de la France, alors que les États-Unis fermaient leurs portes. Hein. 1920, c'était déjà, ils ne voulaient plus, c'était fini. Mais ça a été une tradition comme ça d'accueillir. Oui, parce que moi, je suis vraiment un fan de Haïm Soutine. Et donc, j'ai lu beaucoup de choses sur lui, et tout sur les Montparnasse de cette époque, tous les Russes, etc., que tu évoques là. Et il semblerait que... Bon, on imagine les immigrés de maintenant avec toutes les emmerdes qu'on leur fait, mais eux, ça se passait très simplement, quoi. Je vois, il n'y avait pas un... C'était très dur. C'était très dur. Ils avaient très facilement dur. leur papier pour s'intégrer. Ils n'avaient pas de papier. Oui, enfin, je veux dire... Ils ont bénéficié... bon, ça a été plus tard, le passeport Nansen, mais il y avait une espèce d'accord tacite pour accueillir les Arméniens. Il y a eu beaucoup d'Arméniens, après les massacres de... Mais c'est vrai que quand on regarde les noms des peintres de Montparnasse, Kikoïne, Crémeigne, Chagall, Modigliani, beaucoup Van Dongen, etc., Soutine, avec évidemment. l'Espagne, c'était plus difficile parce que c'était la période du fascisme, ça commençait à monter. Mais quand même, il y a beaucoup d'Espagnols dans le sud de la France. Oui, bien sûr. Beaucoup. Mais je veux dire, quand on voit en ce moment, parce que nous, on s'intéresse aussi pas mal aux immigrés clandestins ou pas, etc., quand on voit, il y a maintenant des camps qui les enferment, les camps de rétention, etc. Ça n'existait pas à cette époque-là. En France, il y a eu... On les a mis dans des camps, les Espagnols. Hein. Oui, non, plus tard. Je parle d'avant la guerre de 14. Je parle des immigrés d'Europe centrale et de Russie. Et ceux-là, je ne pense pas qu'ils étaient... Je ne dis pas qu'ils étaient heureux, que les gens les accueillaient. Les gens, non, mais ils n'étaient pas arrêtés parce qu'ils étaient des étrangers. On ne les empêchait pas de s'installer. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Autrement, il n'y aurait pas eu tous ces gens-là. Victor Hugo a fait un appel formidable pour les immigrés. C'est extraordinaire, Victor Hugo. Il y a beaucoup de gens qui se sont engagés. Ça, on oublie trop un peu. C'est trop manichéen. Mais il y a un livre, moi, qui m'a passionné. Bon, ça n'a pas de rapport spécialement avec Paris, mais c'est Le Monde d'hier de Stéphane Zweig, où il décrit cette Europe d'avant la guerre de 14, où justement,
il y avait pas, on pouvait voyager, on pouvait aller d'un pays à l'autre. C'était formidable. C'était évidemment, il y avait de la misère comme il y en a toujours, mais on pouvait aller d'un pays à l'autre. Quand on pense que Soutine, il vient de son petit shtetl là-bas en Biélorussie, il ne parlait pas un mot de français. Ben oui. Il arrive à traverser toute l'Europe sans pratiquement d'argent et arriver à Paris. Et maintenant, c'est pas possible. Vous arrivez, mais vous allez direct en camp de rétention. Non, c'est ça qui est très étrange, c'est que les pays se referment comme des... On parle de frontières, mais les pays se referment comme des huîtres sur eux-mêmes. C'est vrai que c'est le ferment d'un pays, Bien sûr. les faire tuer. Qu'est-ce que serait la peinture moderne française sans cet apport-là? Ça ne serait rien. Ben non. On les cherche, les Français, dans cette époque chez les Montparnasse. Enfin, des Français, des artistes majeurs. Il n'y en a pas. C'est tous des étrangers. Et pas mal de juifs. Et oui, et beaucoup de juifs. Pas mal, c'est beaucoup. Beaucoup, oui. Oui. Tout à fait. Aussi bien en littérature, en théâtre, en poésie, en peinture, en sculpture. Là, c'est... Ouais. J'ai rencontré dans mes voyages des paysages sensationnels. J'ai regardé couler le Tage, j'ai vu Carthage sous le soleil. Il y avait trop de lumière et je préfère, oui mes amis, la douce fraîcheur de clairière de notre île Saint-Louis. J'adore les quais de la Seine, à la mine sereine des petits marchands. Le calme du vieux bouquiniste, dressant une liste d'un vendu charmant. Par là, dans le soir, se promène l'ombre de Verlaine, poussée par le chant. Des violons qui la pénètrent et qui font connaître l'automne aux passants. Comme un ruban qui se déroule, le fleuve coule et puis s'en va. Le regardant seul et tranquille, bout dans la ville, je reste là, improvisant mon cœur bohème, chante un poème reconnaissant. Le vieux clochard tirant sa flemme, lui, bien sûr me comprend. J'adore les quais de la Seine, à la mine sereine des petits marchands. Le calme du vieux bouquiniste, dressant une liste d'un vendu charmant. Par là, dans le soir, se promène l'ombre de Verlaine, poussée par le chant. Des violons qui la pénètrent et qui font connaître l'automne aux passants. Vous êtes toujours, excusez-nous, on est un peu là, bref, c'est toujours Radio Libertaire, Jean Bafouille, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la voix de la Fédération anarchiste, pour une émission consacrée aujourd'hui à deux phénomènes qui écrivent en duo sous le nom de Claude Isner, des polars, un peu décalés, ces deux auteurs s'appellent Laurence Lefebvre pour l'une et Liliane Corr pour l'autre. Ce sont deux frangines, vous avez pu entendre. Bref, elles sont un peu différentes dans le langage et dans une espèce de flamme qui les anime. On va poursuivre donc avec elles. On va essayer d'évoquer donc avec ces deux personnages de romans les bouquinistes. Parce que vous avez certainement compris qu'elles étaient aussi bouquinistes et que leur papa était bouquiniste. C'est une histoire de famille aussi. Voilà. Ouais, bouquiniste, ça reste quand même dans notre imagerie de rêve, de populaire de Paris, quoi. C'est l'image de Paris, ça fait toujours rêver, quoi, les bouquinistes.
Donc c'est vrai qu'aller fouiller de l'intérieur, comment on est bouquiniste, qu'est-ce qu'on ramène de tout ça, qui on croise, comment ça se passe, et ça... Rien que le moment qu'on a passé avec Laurence sur le quai, c'est Montebello. Montebello, oui. Eh ben, on est resté 1 heure peut-être ou quelque chose comme ça auprès d'elle. Et c'était déjà assez magique parce que j'ai jamais imaginé de ma vie que je pourrais discuter avec un bouquiniste. Ouais, être au pied de Notre-Dame comme ça. Ouais. Alors déjà, j'ai la chance inouïe d'avoir Notre-Dame, effectivement. Face à moi, je m'assois et je vois Notre-Dame. De l'autre côté, l'île Saint-Louis, c'est magnifique. J'ai été longtemps sur la rive droite. C'était pas si beau. J'avais quand même la tour Saint-Jacques en face de moi. Et c'est un métier un peu à part. D'abord, je pense que c'est un des derniers petits métiers, comme on dit, de Paris. Nous sommes 240 ou 250 sur les quais de Seine, à constituer, je crois, ce qui est la plus grande bibliothèque en plein air du monde, qui fait quand même le charme de Paris. Contrairement à ce qu'on dit, c'est vrai qu'il y a beaucoup de dérives vers des objets qui ne sont pas des livres, mais il reste pas mal de vrais bouquinistes qui défendent le livre, et dont je fais partie, et mon mari et plusieurs amis. Enfin, on est quand même beaucoup à vendre des livres. Alors évidemment, parfois on adjoint quelques souvenirs ou quelques cartes postales, mais on vend essentiellement des livres. Je dirais la moitié, j'espère, au moins des bouquinistes, voilà. Et je pense que c'est une promenade formidable pour les gens, parce qu'ils peuvent parcourir toute la rive droite en allant de Saint-Paul au Louvre, et toute la rive gauche en allant de l'Institut du monde arabe au Quai d'Orsay. Alors c'est un métier qui a changé. Bon, quand j'ai débuté, moi ça fait 40 ans que je suis sur les quais. Quand j'ai débuté, ça marchait, disons qu'on vendait globalement beaucoup mieux, parce qu'on était d'abord les seuls, pratiquement les seuls à exercer ce métier. Il n'y avait pas encore de foires comme il y en a actuellement, de vide-greniers, il y avait les puces, et puis il y avait nous. Et puis les gens, pour eux, c'était un but de promenade, et aussi, ils achetaient beaucoup plus peut-être de livres et d'autres choses. Moi, j'ai vendu aussi des cartes postales anciennes, comme Liliane. Maintenant, c'est plus difficile. C'est vrai que, quelles qu'en soient les raisons, on dit qu'il y a la concurrence d'Internet, je pense qu'il y a une petite crise culturelle qui se pointe là, qui fait que les gens lisent peut-être moins. Quoique, il y a des périodes où on vend aussi pas mal. Il y a une crise aussi financière, c'est-à-dire que les gens qui lisent des livres d'occasion, ils ont moins d'argent à investir. Donc, on peut vendre des livres de poche aussi, mais ça reste des petites ventes, comme on dit. Mais pour exercer ce métier, il faut aimer être en plein air, il faut aimer vendre ce qu'on vend, c'est-à-dire des livres, des gravures aussi, des journaux, il n'y a pas que les livres. Il faut aimer les contacts avec les gens, parce que c'est vrai qu'on voit des gens de tous horizons, de tout pays. L'été, le monde entier défile à Paris. Mmh. Alors c'est plus, faut pas en faire une carte postale magique, c'est difficile. Puis il y a la pollution aussi qui est embêtante. Il faudrait qu'il y ait moins de voitures dans Paris. Mais enfin, d'une façon générale, moi c'est un métier que j'ai aimé faire. D'abord parce qu'il m'a permis de voir des gens, effectivement, de rencontrer. J'ai des voisins super. Je pense à Françoise qui doit nous écouter, grâce à qui j'ai appris énormément de choses, notamment au sujet de la chanson, parce qu'elle connaît plein de chansons. Et puis, c'est un métier qui permet de voir Paris à toutes les heures, plutôt de l'après-midi en ce qui me concerne, parce que je ne viens pas le matin. Et puis, c'est un métier qui permet d'apprendre des choses sur les livres, parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre. On découvre toujours des choses. Alors après, quand il est question de finances, c'est vrai qu'il y a des hauts et des bas, comme on dit. Ouais. C'est pas facile, mais on a la chance quand même d'être... C'est une concession... la ville de Paris ne nous fait pour l'instant pas payer de loyer, donc on a cette chance-là d'être quand même un petit peu privilégié. Après, il faut essayer de gagner sa vie. On est ce que Aragon appelait des paysans de Paris, c'est-à-dire qu'on guette le ciel.
Alors maintenant, j'ai des voisins qui viennent, qui sont modernes, qui ont des petits boîtiers électroniques qui me disent dans 1h10, il va tomber une averse précisément là où tu es. Donc, c'est pratique. On sait que il va falloir plier assez vite, mais avant, on guettait le ciel uniquement. Ouais. Et donc, tu as plusieurs boîtes, hein, c'est ça, chaque bouquiniste a... Alors, chaque bouquiniste a 8 mètres et en général 4 boîtes. Alors, on peut avoir 5 boîtes plus petites, hein, d'un métrage plus petit, mais enfin, il ne faut pas que ça déborde sur 8 mètres. Et il faut les entretenir. Hein. Les boîtes nous appartiennent. Le contenant des livres est à nous, donc il faut les maintenir en bon état, essayer de les réparer avant qu'elles ne tombent en morceaux, ce qui évite. Ça s'abîme vite en plein air, hein, donc c'est vrai qu'il y a un entretien. Et moi, comme je suis absolument nulle en bricolage, mais c'est mon mari, le pauvre, qui est mon voisin, qui est chargé de cet aspect des choses. Mais il faut les repeindre. Bon, il n'y a pas trop de contraintes. La ville de Paris, par moments, montre un peu les dents quand il y a trop de marchandises neuves, quand on envahit trop les trottoirs, ce qui est un peu normal aussi. Il faut rester, faut pas trop s'étaler, quoi. Mais je trouve que c'est pas trop méchant comme jusqu'à présent. Hein. Ouais, vous pouvez choisir donc en fonction des intempéries d'ouvrir. Normalement, on doit ouvrir 4 après-midi par semaine, c'est dans le règlement. Maintenant, quand il y a des périodes vraiment très dures, que le froid dure longtemps, l'hiver, on ne peut pas. Hein. Avant, on ouvrait par tous les temps. Quand pendant des années, pendant une vingtaine d'années, vraiment par tous les temps, même des températures négatives, on y allait parce que il fallait de toute façon, si on voulait gagner sa vie, il fallait ouvrir. Il faut faire de la présence, c'est évident. Mais maintenant, ça sert plus à grand chose d'être là quand il fait mauvais parce que les gens viennent moins. Alors on a vu quand on était passé, effectivement tous les livres sont protégés sous blister. Alors voilà, on couvre. Bon, il y a des gens que ça exaspère, mais on est obligé de protéger nos livres avec du papier cellophane et les gravures aussi, parce que tout simplement les intempéries, la pollution et les mains un peu curieuses des passants sont un peu fatales à cette marchandise qui est fragile quand même. Mais si quelqu'un, moi en tout cas, moi et mon mari aussi, si on nous demande d'ouvrir, est-ce qu'on peut voir le contenu du livre, c'est normal, hein, on enlève l'emballage, les gens regardent et puis s'ils n'en veulent pas, on remet dans l'emballage, voilà. Mais on peut pas feuilleter comme ça, sauf des reliés, certains livres qui sont encore en libre service. On peut pas les feuilleter parce que ça s'esquinte trop, quoi. Et il y a des ouvrages qui sont... je pense qu'il y a des demandes qui sont récurrentes sur certains bouquins, non ? Ah, il y a des demandes. Alors, il y a un livre qui est au top des ventes, c'est le Petit Prince. Donc, je pense que tous les touristes, surtout, pour eux, c'est la France, c'est le Petit Prince. Et puis, alors, il y a des livres, oui, il y a L'Étranger de Camus. En général, ce sont des étrangers qui demandent à lire L'Étranger. Et puis il y a toujours Sartre, Beauvoir, il y a les grands poètes, hein, Verlaine, Rimbaud, Baudelaire, il y a Victor Hugo, surtout Notre-Dame de Paris puisqu'elle est en face. Et puis il y a aussi Le Comte de Monte-Cristo qui est un livre très lu. Il y a tous les polars. Ce qui est amusant, c'est que finalement les grands livres, les Goncourt, mettons les Goncourt du XXe siècle. Bon, il y en a quelques-uns qui sont toujours lus. Mais c'est pas ça qui se vend le mieux. Ce que les gens cherchent le plus, c'est Siménon. Enfin, mes boîtes, moi je constate. Maurice Leblanc, Gaston Leroux, Agatha Christie. Ça reste des best-sellers. Les gens aiment et les lisent vraiment et les collectionnent. Il y a des collections, il y a les contes et légendes, il y a les vies quotidiennes. Bon. C'est un peu en baisse. Hein. Encore une fois, ce n'est plus ce que ça a été. C'est-à-dire que moi, j'ai eu des périodes, je me rappelle, les gens partaient avec une pile de bouquins. Ils en achetaient 5, 6. Maintenant, quand on en vend un à la fois, on est content. Mais il y a des jours avec, il y a des jours sans, comme je l'ai dit. Moi, ce que j'ai aimé sur les quais, ce que j'aime toujours, c'est que comme je suis une lectrice moins grande qu'avant, mais je lis toujours beaucoup, ça m'a permis de lire. Parce qu'en attendant les clients, je lis. Ce qui m'a d'ailleurs valu d'être volée. Parce que je suis un peu dans la lune des fois.
Et puis aussi d'écrire, de prendre des notes. Oui, parce que c'est d'observer les gens, d'écouter, d'avoir une oreille qui traîne, d'écouter ce que les gens racontent aussi, de voir. C'est un lieu d'observation. Et ça, c'est des détails qui peuvent être repris après dans des Ça a bouquins, été repris. Il y a des choses qui ont été reprises. Surtout, par exemple, dans Sanshutsu, avec la fameuse Stella Cronenbourg, qui vend, elle, de la marchandise neuve et notamment des tours Eiffel, et qui, à un moment, veut se défendre d'un client avec une tour Eiffel XXL. Et des détails un peu prosaïques, mais qui peuvent intéresser éventuellement des lecteurs qui se sentiraient la vocation. Comment on fait pour devenir bouquiniste? Alors, il n'y a plus que des... On ne dit plus maintenant que les bouquinistes sont systématiquement des vieux bouquinistes, comme dans les chansons d'autrefois. Il y a des jeunes. Pour être bouquiniste, il faut faire une demande auprès de la ville de Paris. Il y a ce qu'on appelle je ne sais plus comment on appelle vraiment le bureau, parce qu'il a changé de nom plusieurs fois. C'était avant le bureau des concessions. Et il faut faire une lettre de motivation en disant ce qu'on aime vendre. En principe, c'est plutôt des livres. Et puis attendre qu'il y ait une place qui se libère, soit parce que quelqu'un donne sa démission, ce qui est assez rare. En général, on meurt sur le quai. Mais bon, il y a des gens qui arrêtent à temps. Et là, si on a de la chance, on a la place. Et ensuite, cette place, elle est renouvelable tacitement chaque année, à condition de ne pas avoir commis de graves infractions. Dans les faits, il y a rarement eu, je pense, des gens chassés des quais, en fait. Et ensuite, il faut trouver... Le plus dur, c'est ça, c'est de trouver des boîtes ou les faire construire, ou les fabriquer soi-même. Et puis après, il faut trouver la marchandise, et puis c'est un boulot, quoi. Il faut... le plus dur consistant, en fait, à s'approvisionner. Ouais, et alors, c'est quoi l'approvisionnement? Alors, l'approvisionnement, c'était beaucoup avant les puces. En ce qui concerne Bernard, mon mari, ça reste aussi encore les puces, des marchés aux livres, des particuliers qui vendent ce que leurs parents viennent de leur laisser en héritage. Ceux qui ne vont pas mettre, hélas, il y en a qui mettent ça à la salle de vente, et nous ne fréquentons pas les salles de vente parce que, en fait, c'est pas moi qui achète, c'est mon mari, donc lui, il aime pas l'ambiance salle de vente, mais ça a été longtemps un lieu d'approvisionnement aussi. Et puis les petits courtiers qui peuvent passer aussi, ou les passants qui déménagent, qui ont un caddie de livres, qui nous vendent des livres. Bon, c'est très varié, hein. Et donc, il y a une cote des bouquins suivant leur... Alors, oui. Enfin, les cotes, c'est maintenant, avec Internet, c'est un peu difficile parce qu'il y a malheureusement des gens qui n'y connaissent rien, qui vont brader leurs propres ouvrages, qui ne sont pas des marchands, donc qui mettent des prix qui font que nous, on peut plus vendre au prix réel de la marchandise. Bon, avant, il y avait énormément de catalogues, de libraires. Et il fallait les potasser pour voir. Bon, ça reste encore le cas pour les livres très anciens. Il faut chercher, il faut se renseigner. C'est difficile parce que rien que pour, par exemple, Jules Verne, il y avait un catalogue qui faisait, je crois, 500 pages. Oui, pour les jaquettes, les couvertures de Hetzel, c'est très compliqué. Donc là, il faut connaître. C'est vrai que c'est un métier qu'on apprend sur le tas. Et sur le tard aussi peut-être d'ailleurs, il faut potasser, il faut chercher. On peut trouver aussi sur Internet des renseignements maintenant, mais il y a beaucoup les catalogues. Et c'est ce qu'on appelle la bibliophilie. Donc là, c'est un métier, c'est libraire. Nous sommes des libraires en plein air, mais nous sommes des libraires. Et vous êtes arrivé d'avoir des ouvrages exceptionnels, ou anciens, ou des Hetzel tout neufs? Exceptionnel, peut-être pas, mais on a eu des raretés. Je sais que Bernard a eu une édition rare des pensées de Descartes, du discours de la méthode, je dis des bêtises, et des pensées de Pascal. Il a eu des éditions rares d'époque, quoi. Mais c'est difficile, hein. On a parfois de très beaux livres, c'est vrai, mais ça, les modes changent. Et puis encore une fois, c'est cher. Donc les exemplaires vraiment très rares valent cher et c'est difficile de trouver des acquéreurs. Ouais.
Et puis pour vous, c'est peut-être aussi un risque d'être volé ou des choses comme ça. Ah bah il y a le risque du vol, évidemment. Bon, un peu moins, parce que j'ai l'impression que même les voleurs désertent les quais. D'accord. Ouais. Mais bon. Tu vois, je me souviens avoir vendu l'histoire de France de Michelet, là. C'était une bibliothèque de famille. Et j'ai foutu ça en salle des ventes et je me suis fait escroquer d'une manière magistrale, quoi. Ben, je crois que là, oui, on peut. Tout dépend du marchand et de son honnêteté, hein. En général, on achète au tiers de la valeur, c'est-à-dire au tiers du prix qu'on va marquer, parce que il y a ce qu'on appelle des déchets. Il y a des livres qui partent pas, donc on prévient le vendeur, hein, que voilà, ça va être le tiers de tel prix, du prix de vente. Mais bon, après. Les gens sont libres. Hein, oui, non, je pense qu'il faut comparer les prix, il faut chercher. Oui, parce qu'au-delà de la passion pour les livres, au-delà de tout ce que vous avez raconté, il y a quand même cette question du prix des livres. Mais voilà, il faut savoir acheter pour savoir vendre. Et c'est pas forcément facile. Il faut pas acheter trop cher, parce que si on achète des livres qu'on ne revend pas, c'est pas la peine, quoi. Bien sûr. Maintenant, ça devient difficile. Beaucoup de collègues me disent, je ne sais plus quoi acheter. Je ne sais plus qu'est-ce qui va plaire, qu'est-ce qui ne va pas plaire. C'est parce que les modes ont changé, tout simplement. Donc, c'est pas simplement une question de choix personnel par amour pour tel ou tel auteur ou telle rareté des livres, c'est aussi, il faut penser donc à l'aspect commercial pour pouvoir en vivre. Ah oui, c'est quand même un commerce, hein. Vous savez, écrire aussi, hein. L'éditeur, il vous édite pas par philanthropie. Il faut quand même que... Je pense qu'on vit dans un monde comme ça, mais c'est plus ou moins. D'accord. Liliane a peut-être des anecdotes à raconter, parce qu'elle a été bouquiniste. S'il n'y avait pas des anecdotes, des rencontres, des choses un petit peu conscientes, s'il n'y a pas eu des rencontres particulières, des demandes. Oui, il y a eu des rencontres, probablement. Si, tu pourrais. La rencontre avec Gibault, c'est très important. Ah, on a rencontré un monsieur qui est un écrivain, parce qu'il est décédé malheureusement, qui s'appelle toujours, parce que ses livres sont toujours en vente, Yves Gibault, grâce aux cartes postales anciennes. Dans un salon, enfin c'était pas sur les quais. Il collectionnait des cartes postales anciennes et il cherchait notamment une série qui s'appelle Paris vécu. Et mon mari lui dit, oui, j'en ai, mais je vous préviens, ils ont bien vécu. Mais Paris vécu. Et ça l'a beaucoup fait rire. Ça l'a beaucoup fait rire et on est devenus amis avec lui. Et on a découvert un auteur. Alors, un auteur anarchiste, lui, complètement, vous devez le connaître. Et je vous recommande Allons enfants, qui est un livre extraordinaire. Et c'est un monsieur d'une modestie de pâquerette, on va dire, parce que c'était un grand écrivain, mais il n'avait pas confiance en lui. Mais c'était un grand monsieur, oui. Et ça, c'est grâce au quai, effectivement. On a rencontré d'autres personnes croisé des personnes un peu célèbres aussi qui parfois cherchent des ouvrages sur les quais. Je pense à Francis Huster qui cherchait du Mirbeau, qui est encore un écrivain, un écrivain d'ailleurs que j'ai découvert grâce à la série Victor Legris, parce que je l'ai lu et découvert. C'est un camarade. Voilà. Donc on fait des rencontres, ou alors on voit passer des gens. Moi j'ai raté une fois Mitterrand, qui était passé voir mon voisin pour lui acheter la vie de Louise Michel. Et puis j'ai raté une autre fois Woody Allen, parce que j'étais en train de lire. Bon, tout ça parce que j'étais en train de lire. Alors on me dit, t'as vu qui est passé? Je dis non, qui? Bon, Mitterrand, c'est peut-être pas grave. Ah, c'est intéressant quand même. Tout est intéressant, vous savez. Oui, tout est intéressant. Le personnage est pas... Bref, on va discuter là-dessus. Mais comme on est presque en face de la rue de Bièvre, c'est pour ça qu'il passait là aussi. Oui, puisque quand j'étais dans le sud, il est venu aussi, il avait une maison du côté de Gordes. Mais ce qui est amusant aussi, c'est les titres qu'on nous demande. Par exemple, moi, il n'y a pas très longtemps, on m'a demandé, est-ce que vous avez la messe arabe? La messe arabe. J'ai compris, moi, la messe arabe. Et en fait, c'était Les Misérables. Ah, d'accord. Un monsieur qui avait un accent particulier, voilà. Donc on note. Ouais.
Et puis nous, quand on était passé, il y avait un monsieur qui avait l'air très déterminé, il était passionné d'histoire. Il a vu tout de suite un bouquin, je ne sais plus lequel c'était, là, sur une femme de la royauté, je ne sais plus. Et il a pris le bouquin, il a dit, oui, moi je suis passionné d'histoire, son achat a dû durer 30 secondes. Oui, mais il faut avoir le bon livre devant. Moi j'ai remarqué que, alors très souvent je brasse mes bouquins pour que la première rangée soit différente et attrayante, parce qu'il y a des gens, c'est le coup de cœur, quoi. Ils passent, ils voient un titre, hop, ils achètent. Enfin, c'était beaucoup ça. Maintenant, ça l'est un petit peu moins, à tel point qu'on est obligé de leur dire, ça c'est ma voisine Françoise, on va fermer, vous êtes priés de vous diriger vers les caisses. Parce que malheureusement, la journée a été un peu maigre. Eh bien, on va fêter ça avec un titre, le tonton Lemarque, qui était votre oncle. Oui, ouais, c'est ça. Ouais, qui était notre oncle. La balade de Paris. C'est un clin d'œil pour vous. Tant de poètes ont écrit des couplets, des refrains sur Paris, que je ne sais plus quoi chanter pour vanter ta beauté, mon Paris. Est-ce ceci ou cela, autre chose ou bien quoi? Je ne sais pas. Pourquoi je suis tellement ému en passant dans une rue de Paris? J'ai trouvé sur les quais en flânant un vieux livre jauni par le temps. J'y ai lu les souffrances et les joies que tu as connues tout à la fois. Depuis le temps que tu vis, toutes tes rues ont écrit leur roman d'amour qui se noue, se dénoue et qui meurt doucement. On s'est battu dans tes murs, chacun de tes pavés a servi à défendre la liberté qui s'était réfugiée dans Paris. C'est la peine de tous les hommes qui t'a fait comme tu es, mon Paris. Ils ont bâti Notre-Dame, la Concorde, les Tuileries, tout Paris. Ils ont pris la Bastille en chantant, construit la Tour Eiffel en flânant. Les années ont passé doucement, mais Paris a gardé ses 20 ans. La Seine a creusé son lit entre les quais tout gris de Paris. Il faut croire qu'elle s'y trouve bien puisqu'elle est encore là aujourd'hui. Est-ce ceci ou cela, autre chose ou bien quoi? Je ne sais pas. Pourquoi je suis tellement ému en passant dans une rue de Paris? Voilà, la balade de Paris, interprétée par Francis Lemarque. Et sur Radio Libertaire, c'est pas mal de finir avec Francis Lemarque quand même. Ça fait longtemps. Ouais, on en passe assez souvent quand même, du Francis Lemarque. Non, mais ça fait longtemps qu'on l'aime en tout cas. Voilà, et ben vous savez, nos deux invités aujourd'hui, c'est ses nièces. C'était le frère de leur papa. Voilà. C'est quand même quelque chose, hein, c'est un morceau d'histoire.
nos deux invités, qui sont des écrivains, qui ont fait vous avez pu entendre pas mal de bouquins quand même, parce que elles n'ont pas écrit comme ça une fois en passant, 12 volumes, une série policière, et puis le reste, les enfants, et des livres qu'elles ont fait chacune de leur côté aussi, donc c'est quelque chose. On va vous coller tout ça sur le blog ce soir. Ouais, je mets ça. Et la nouvelle série qu'elles sont en train d'écrire sur les années folles de Jérémy Nelson. Quoi. Voilà, donc 2 volumes sont parus et le 3e peut-être pour la fin de l'année. Là, alors, Donc c'est quand même, ce sont des telles mines d'histoires, parce que déjà une histoire familiale extraordinaire, on en rencontre peu des comme ça, enfin dans les livres. Voilà, qui sont nés pas dans la richesse, c'est le moins qu'on puisse dire, et puis qui s'en sont sortis en bossant. C'est quand même, voilà, on n'est pas condamné à la misère. On peut toujours, c'est un peu miraculeux, mais la preuve que ça existe. Il y en a qui s'en sortent et qui font de leur vie une belle vie, quoi, de création. Ah oui, mais il faut avoir des parents qui vous poussent aussi, qui vous aident. Oui, bien sûr. Oui, les parents, ça compte. Oui, tout à fait. Oui. Comme leur maman qui jouait du piano et qui leur chantait toutes les chansons qui existaient. Enfin, c'est quand même quelque chose. Voilà, et un papa qui semblait être quelqu'un de pas tout à fait ordinaire. Voilà, ça motive peut-être pour la suite. Et on était vraiment très très heureux de les recevoir aujourd'hui. Longtemps qu'on n'a pas eu des invités qui nous touchent comme ces deux-là. Merci. Non, c'est nous qui devons vous remercier, ce qu'on fait toujours, mais c'est plutôt à nous de vous remercier, parce que sans vous, on ne ferait pas d'émission. Voilà. C'est un petit peu comme sans tabac, on ne filmerait pas. Hein. Pardon ? Quelle chanson ? La chanson que tu me chantes tout le temps. Chante-la, toi. Ah non, je ne veux pas la chanter, celle-là. Qu'est-ce que c'est, cette chanson ? Quelle chanson ? Ce que je peux chanter, c'est « Oui, mais ça prend le dans le manche, les mauvais jours. » On va vous la chanter, là. C'est bien, la. Je me rappelle plus des paroles. Ça m'échappe. Vous allez vous en rappeler. Ouais, ça tombe bien, la semaine sanglante, c'est la chanson qu'on met à la fin de l'émission. Donc c'est parfait. Tu vois, on aurait voulu le faire exprès, on n'aurait pas mieux fait. Moi, je vous remercie aussi. On a passé un très bon moment à revivre tout ce vieux Paris auquel on tient tant. Quoi. Et on espère qu'on va faire des émules, que peut-être les gens vont se promener sur les quais de Seine. Il faut qu'ils viennent, oui. Il faut. C'est quai de Montebello. Hein. Mais et tous les quais. Mais d'abord commencez par le quai de Montebello, puis ensuite vous allez ailleurs. D'ailleurs, j'ai vu que la ville de Paris avait édité des petits dépliants là, avec l'ensemble des bouquinistes. Ça, c'est la taille d'un ticket de métro, ça se déplie et il y a tous les quais qui sont marqués avec tous les bouquinistes. C'est bien. Et puis dans le bocal aujourd'hui, avec notre camarade Piquécou, il y avait sa petite camarade Claudine, dont on vous parle pratiquement toutes les semaines. Oui, parce que c'est quand même par l'intermédiaire de Claudine qu'on a pu rencontrer Liliane et Laurence. Donc, voilà, c'est merci ça. Claudine. Donc c'est un beau cadeau aussi. Merci Claudine. Merci Claudine. Voilà, donc la semaine sanglante, Liliane, tu vas pouvoir chanter dans le studio. Spécial dédicace spéciale Liliane. Voilà, nous elle est interprétée par Francesca Solville, mais tu vas pouvoir l'accompagner. Ah, grande chanteuse aussi. Sauf des mouchards et des gendarmes, on ne voit plus par les chemins que des vieillards tristes en larmes, des veuves et des orphelins, parisiens de la misère, les heureux même sont tremblants, la mode est au conseil de guerre, et les pavés sont tous sanglants. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. On traque, on enchaîne, on fusille tout ce qu'on ramasse au hasard. La mère à côté de sa fille, l'enfant dans les bras du vieillard. Les châtiments du drapeau rouge sont remplacés par la terreur
guenapens de bouge, valets le roi et l'empereur. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Demain les gens de la police refleuriront sur le trottoir, fiers de leurs états de service et le pistolet en sautoir. Sans pain, sans travail et sans armes, nous allons être gouvernés par des mouchards et des gendarmes, des sabres peuplés, des curés. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Le peuple au collier de misère sera-t-il donc toujours rivé? Jusqu'à quand les gens de guerre tiendront-ils le haut du pavé? Jusqu'à quand la sainte clique nous croira-t-elle un vil bétail? À quand enfin la République de la justice et du travail? Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égare à la revanche, quand tous les pauvres